Faites avancer le premier noble. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez les tripes gicler. Hurrah, cornes au cul, vive le père Ubu. De combien sont tes revenus? 3 millions de Rixdal. Condamné. Faites avancer le deuxième noble. Eh bien, c'est facile. Disons qu'au 19e siècle, au moment où ça a été inventé, il y avait assez peu de télévision, et donc les gens avaient envie de raconter des histoires comme au Grand Théâtre, et donc ils pouvaient acheter un théâtre en papier qu'ils collaient sur du carton, et ils jouaient Cyrano de Bergerac, Der Freischütz, La Belle au Bois dormant, selon l'âge des enfants, et c'était la télévision du 19e siècle. Donc ils se vendaient en Allemagne, en Angleterre, des feuilles complètes de papier, avec des décors, des textes, des personnages que l'on assemblait et que l'on jouait. Blabla, blabla, blabla. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et du coup, pour moi, cette narration de proximité, la télé dans le salon, ça, c'est un théâtre de salon, c'est fait pour 20, 30 personnes, 40. Donc c'est comme une télé, mais en vrai. Il y a un grand zigoto derrière qui fait toutes les voix et qui fait... et qui meurt quand les flèches lui percent le flanc. Ou qui aiment, oh, sont jolies, etc., etc. Donc je trouve qu'il y a une certaine analogie, même si ce théâtre-là, par exemple, est une télévision qui n'a pas de coin carré. C'est un ancien modèle, donc. Oui, oui, absolument. Alors, c'était surtout très commun en Angleterre, en Allemagne, Danemark, le nord de la France, parce que comme vous imaginez, le climat est un peu plus frais, les soirées d'hiver sont longues. Dans le Jura, on avait inventé la taille des pipes, et dans le Nord, on faisait du théâtre, des soirées, des contes, etc. Et quand Monsieur Webb en Angleterre a inventé ce procédé, c'est eu un énorme succès parce qu'il y avait un grand boom des imprimeurs. C'était le grand développement de l'imagerie populaire qui se vendait par des, comment on appelle ça, des colporteurs. Et puis, du coup, cette image de colporteur permettait à chacun de remonter de son théâtre. Par exemple, au XIXe siècle, en Allemagne, c'était aussi le début de la photographie, vers la fin du XIXe. Les photographes prenaient en photo les mises en scène, notamment celle de Jules Verne. Des lithograveurs reprenaient les photos, imprimaient,
et on pouvait à nouveau jouer le Tour du Monde en 80 jours, les pièces que Jules Verne avait mises en scène. Der Freischütz en Allemagne. Alors du coup, tout le monde pouvait jouer son théâtre, et ça c'était donc la télé en vrai, faite main, à la maison. En Angleterre, c'était pas très cher, les planches étaient en noir et blanc, et ça coûtait 2 pfennig. C'était pas très cher. Je pense que les pauvres ne pouvaient pas évidemment s'en acheter, mais dès qu'on avait une maison, dès qu'on était un peu salarié, on pouvait acheter facilement un théâtre. L'Allemagne c'était un peu plus cher, mais peut-être que le revenu était plus grand. Je ne suis pas compétent en économie du 19e siècle. Mais c'était assez commun dans les milieux bourgeois, au point même qu'il existe encore des dizaines et des dizaines de théâtres qu'on peut retrouver en Angleterre, en Allemagne, à vendre d'occasion, tellement il y en avait, malgré le fait que le papier soit un matériau assez périssable et qu'on a perdu des dizaines de milliers de planches, évidemment. Mais on peut trouver des matériels d'occasion encore. Voici un théâtre danois du fin 19e siècle qui rentrait dans énormément de familles. Le personnage, lui, par contre, c'est moi qui l'ai dessiné pour je ne sais plus quelle pièce. Robin des Bois, peut-être, je ne sais plus. Le Guignol, c'est un théâtre d'action, donc avec les coups de bâton bien célèbres, mais c'est pas une obligation, c'était un théâtre où des personnages existaient, donc qui étaient joués. Le théâtre de papier était souvent montré, parce que les décors étaient souvent très beaux, les lithographeurs faisaient un très beau travail, les personnages étaient magnifiques. Mais les personnages sont quand même figés, on montrera ça tout à l'heure, et il n'y a pas d'action à part blabla, blabla, blabla. Le Guignol, c'est... Et c'est un type de texte totalement différent et une façon de jouer totalement différente. J'ai pratiqué les deux, je joue aussi du Guignol, et je n'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. Un Guignol, on joue, c'est rigolo comme tout, on a un peu mal au bras, mais ça, c'est très vivant. Le théâtre de papier, c'est quand même plus un théâtre de narration et d'image. Il y a une grosse différence, voilà. Et ça se joue, le théâtre de papier, à l'extérieur. Dès qu'il y a un peu de vent, ça marche pas très bien le vent, fait des caprices. Et du coup, la marionnette aussi, elle s'échappe. Eh ben, la vie est belle. La vie était belle. Ah, pourquoi? Je ne suis pas mort. Non, mais tu ne vas pas tarder. Ah, mais ce n'est pas possible. J'ai pas le temps, moi, vous comprenez. J'ai un tas de coups à boire. Mais il y a à boire aux enfers. Eh ben, allez-y. Mais avec toi. Non, 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 je ne veux pas. Mais si, allons-y, allons-y. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Eh ben, figurez-vous que je n'en sais rien. Quand j'étais môme, je dessinais, bien sûr. Et ça a commencé parce qu'un jour, j'ai arrêté mes études. J'étais jeune et naïf et je suis allé à l'ENPE chercher du travail et il y avait une compagnie de théâtre de marionnettes qui cherchait des marionnettistes. Je me suis dit, oh, ça ne va pas être très compliqué, je joue de la guitare, je fais du dessin, je fais un peu du théâtre au lycée, on va y aller. Bon, j'ai été pris, puis je suis resté dans le métier. C'est aussi bête que ça. Et après, du coup, j'ai quand même appris mon métier avec des compagnies, des stages. J'ai découvert le théâtre de papier un jour. Par hasard, j'ai fait un spectacle pour ma fille. Et l'année d'après, j'ai rencontré un mec dont c'était le métier de faire du théâtre de papier. Donc on a travaillé ensemble dans une compagnie de marionnettes à Montélimar. Et puis j'ai continué parce que ça m'a beaucoup plu de maîtriser tout ce petit monde, d'être le dieu de tous les petits personnages. Voilà. Et puis c'était facile à faire, ça coûtait pas très cher. Je pouvais jouer en Allemagne, Danemark, n'importe où. Et voilà, c'est pourquoi j'ai continué de faire du théâtre de papier. Qui est une forme de théâtre de marionnette, évidemment, pour moi. C'est un métier, les marionnettes ne se laissent pas toujours faire. Les amis, notamment mon ami, qui a des fois des idées, qui me dit « Non, ce que tu fais, ça serait mieux si tu faisais ça ». Donc je suis obligé de l'écouter, parce que j'écoute quand même les gens qui sont... où je suis des fois incompréhensible. Donc en fait je travaille seul, enfin je suis censé travailler seul, mais en fait il y a toujours les points de vue des autres qui eux aussi ont un cerveau, qui eux aussi savent s'en servir et qui me font changer d'avis, des fois. C'est pour ça que le spectacle progresse, parce que si ça tenait qu'à moi, je raconterais toujours, je ne sais pas quoi, oui, au pays des jouets depuis que j'ai 6 ans, mais non, il faut bien monter du Shakespeare, du Gelderode, du Breton. Du coup, les textes que je lis sont montables, ou tout compte fait non, ou quelqu'un a une idée, tiens, tu pourrais pas monter une pièce sur... Ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Et c'est parti, je monte une pièce sur la mort, sur... je ne
je sais pas quoi, l'inceste, justement, dommage que ce soit une putain, de John Ford. Et donc chacun, enfin notamment ma compagne, a des idées de scénographie, de personnages. En général, c'est moi qui dessine les personnages, sauf cela, ça c'est Johan Armangil. Et même si je suis censé être très intelligent, le dieu de mon spectacle, non, je ne suis qu'un marionnettiste et je subis les influences des uns des autres qui ont eux aussi des bonnes idées. Ce qui est intéressant justement dans ce théâtre de papier, c'est de mettre plusieurs énergies pour un projet qui racontait une histoire. Et donc souvent je suis amené à choisir une histoire ou comme on propose, et du coup je dessine, la première chose que je fais c'est dessiner les personnages, ou depuis quelques années les graver. Et donc je me suis mis à la gravure, notamment par exemple avec Ubu, Père Ubu, Mère Ubu, parce que par exemple Jarry, l'écrivain, avait fait de la gravure avec Bonnard. Et donc je me suis dit tiens, je peux raconter Ubu, tous les personnages gravés que l'on verra tout à l'heure, et je me sers du coup de la scénographie comme un atelier de graveur où j'imprime des personnages en direct. Ce procédé m'ayant beaucoup plu, j'ai monté d'autres spectacles, Don Juan, Orfeo, gravés. D'autres spectacles sont juste dessinés, aquarelle ou pastel sec, cela dépend. Chaque spectacle, chaque histoire nécessite pour moi son environnement graphique et sa scénographie. Donc ma compagne, que j'ai citée tout à l'heure, des fois me propose des scénographies. Par exemple pour Ubu, qui est là-bas, qu'on verra tout à l'heure, est une grande table peinte, sale, une table de graveur, donc avec de l'encre partout. Certains décors sont beaucoup plus propres, bien droits, bien noirs, avec des photos, enfin, selon le type de spectacle. Et donc ce qui me permet de changer mes idées, de ne pas faire toujours la même chose. Donc graphiquement, je peux être influencé un coup par Picasso, par Malevich, par je ne sais pas qui, par moi-même des fois. Des fois, je prends mes petits dessins que je ne prévois pas, m'amène dans un univers que je n'avais absolument pas prévu. Et bien à propos de graphisme, voici par exemple La vengeance de Memphis. Graphisme qui suit, tous les personnages ont des roulettes ou des roues. La vengeance de Memphis sera sans doute terrible, mais l'histoire n'est toujours pas écrite. Les personnages n'ont toujours pas quitté le papier. Et voici une série de personnages qui peut-être ne verront jamais le jour, ne rencontreront peut-être jamais leur public, ne seront jamais des stars. Quelle tristesse! Voilà pourquoi j'aime bien le théâtre de papier aussi. Parce que nous sommes tellement saturés d'images, notamment télévisuelles, des images formidables. Le théâtre de papier, c'est quand même un peu figé. Et on peut du coup se permettre d'avoir des environnements graphiques. Au XXe siècle, quand même, il y a un tas de dessinateurs, de peintres qui ont explosé les graphismes. Et du coup, il faut profiter de leurs inventions pour raconter des histoires contemporaines. J'aime bien Hans Christian Andersen, mais c'est un peu vieux. Donc monter une pièce sur le nazisme ou sur la politique, c'est ce qui m'intéresse. Je n'apporte aucune réponse, malheureusement. Mon pouvoir de Dieu s'arrête à mon théâtre. Bien, donc ce paravent n'est évidemment pas un paravent, n'a jamais servi de paravent, mais sert à présenter ces personnages, par exemple Ubu. Donc nous avons Père Ubu, Mère Ubu, en dessous les Palotins, en dessous Rosemonde, le roi Venceslas, le fils Bougrelas qui se battra victorieusement contre le Père Ubu, si vous connaissez l'histoire. Nous avons ici le cheval à finance, les financiers, nous avons le messager, le graveur, et puis un tas de les nobles, etc., etc. Et le dernier pan, c'est les personnages que j'ai gravés pour Orfeo aux Enfers. Orphée, Eurydice, Hécate, la mère, les Cerbères, parce que nous allons aux enfers, Bacchus évidemment, et puis les différents dieux, par exemple, ici nous avons Zeus, et puis plus bas, Méphistophélès, parce qu'il ne faut pas hésiter à mélanger les dieux, ils se reproduisent si facilement. Voilà, merci. Non, malheureusement, des fois il m'arrive d'avoir 2 ou 3 idées et d'écrire mes propres textes, notamment justement sur la montée du nazisme ou le combat sur
d'une certaine frange contre des migrants. Donc ça me met un peu en colère, ça. Donc j'écris des pièces politiques là-dessus, des pièces policières que j'ai écrites, western que j'ai écrites, justement dans ma série qui s'appelle Les mythologies. Nos mythologies étant à nous télévisuelles, pour revenir à un sujet que nous avons abordé précédemment. Donc j'ai monté des pièces policières, un western, une pièce d'horreur, La fille de Dracula, une histoire horrible mais vraie. Donc mes histoires me permettent aussi de parodier notre univers qui nous a été inculqué par la télévision. Donc j'écris des histoires. Est-ce qu'elles sont très originales? J'en sais rien. Après tout, un western, il y a des méchants, il y a les bons, il y a les femmes, le saloon, ça meurt à la fin. Rien de bien original. Mais c'est en papier. Il n'y a pas des coins carrés, c'est pas en cinémascope, mais j'imprime mes affiches en direct. Mes personnages meurent en direct. Moi non, je survis, merci. Les faits divers. Dans son bureau, Monsieur de Paredes, caissier des missions des Jésuites de France, met en ordre sa comptabilité. Et 5 qui font 13 et... Entrez. Paredes, Ah, vous êtes? comment? Tu ne me reconnais pas? Si tu regardais le cinéma plus souvent, tu saurais qui je suis. Hein? S'il s'agit d'argent, il n'en est pas question. Tu as en ta possession une certaine carte qui m'intéresse. Tu as jusqu'à demain pour me la procurer. Un maître chanteur. Ah, j'y suis. C'est Fantomas. S'il croit me faire peur. Oh, quoi encore? Entrez. Mon amant m'a offert un éléphant. Ça me fait des ennuis avec le concierge. On l'appelait le balayeur. Par son boulot, c'était de balayer. Il balayait jusqu'à point d'heure, tout en étant mal payé. Vous savez combien de temps qu'on est là? Longtemps, longtemps. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tous ces déguisements? N'insistez pas, ma fortune, je la garde. Ton or ne m'intéresse pas. Tu ne retrouveras jamais cette carte. Encore un meurtre! C'est Fantomas! Je t'aurai, Fantomas! Je t'aurai, Fantomas! Alors c'est une pièce écrite par André Breton et Louis Aragon en 1928 qui fait l'éloge du ciné-feuilleton, notamment de Louis Feuillade, Judex, Fantomas et les vampires. Donc c'est une pièce un peu décousue qui parle du trésor des vampires, n'importe quoi. Le trésor des jésuites, qui parle du grand tournure de France, qui est très décousu, qui est un peu incompréhensible pour être franc. Et il y a des morts. Oh, encore 2 jours avant la perme. Oh, de quoi te plains-tu? Bientôt, on va gagner. Hé, Chantier, hé, fais pas le zouave, hé, parle. Oh merde. Il y a des personnages qui sont là, qui servent à rien, qui servent à tout, qui relancent la discussion, qui parlent des faits de cette époque, la psychanalyse, la guerre, voilà, etc., etc. Elle n'a jamais été jouée en France. Elle a été jouée à Prague en 1929, et c'était pour fêter l'anniversaire de Musidora, la vampe qui est arrivée tout à l'heure pour tuer Monsieur de Paredes. Voilà. Oui, en effet, c'était une pièce de music-hall, en fait, avec des danseurs, des danseuses, des jongleurs, des chanteurs, et c'est une pièce pour des vrais acteurs, et non pas des réductions de papier, comme ça. Et donc, en tête de papier, il a fallu que je fasse quelques coupes, parce que les personnages qui dansent, ce n'est pas très amusant. C'est un peu lassant. Et donc, j'ai fait une grosse adaptation. Comment ce sera, je ne sais pas. On verra ça le 22 septembre. Ce décor a été conçu par Christian Conta pour le roman d'une contrebasse d'Anton Pavlovitch Tchekhov. Ce sont les tribulations d'un contrebassiste qui se baigne, qui se fait voler ses habits. Et au hasard et au développement de cette histoire, la nuit évidemment
tombe, elle ne se relève pas. Nous arrivons au palais du prince Biboulov, qui doit marier sa fille, que voilà. Quand nous arrivons au palais, évidemment, nous faisons connaissance avec Lakeïch, le fiancé de la princesse Biboulov, qui cause musique avec le comte Shkalikov. Leur discussion sera terrible. Alors là, vraiment, j'hésite. Quand je serai mort, est-ce que je jouerai de la harpe ou de la cornemuse? Est-ce que je danserai? Est-ce que je serai habillé en bleu? Enfin, j'hésite. Choix crucial.ほうほどほど